Actu sur Radio Victoire. Actualité, débat, intervention par téléphone. C'est tous les jours à partir de 7h. Sur la fréquence magique, la 96.3 FM. Audi Actu. Audi Actu, vous y êtes, nous y sommes. Ce matin, nous vous l'avions annoncé, notre invité, c'est Maître Atta Messan Zeus à Javon, qui est avec nous. Ce n'est plus un homme à présenter, défenseur des droits de l'homme. Il fut également vice-président de la CENI en 2003. C'était au cours de l'élection présidentielle de 2003. Maître Atta Messan Zeus à Javon. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Oh, ça va comme on peut aller. Oui, on est content de vous voir en pleine forme. Ça va togolaisement. Ah, ça va togolaisement. Oui. Ah oui, mais quand même, nous sommes contents de vous voir encore en pleine forme et puis vous déplacer correctement. C'est très gentil de la part de Dieu. Alors, maintenant, vous êtes là et vous suivez l'actualité nationale et internationale. Mais tout de go, je vous pose la question sur le cas Rabia Nicodème. Oui. Il observe une grève de la faim et nous sommes au 16e jour. Oui. Il devrait être évacué avant-hier, mais ça n'a pas pu. En tant que défenseur des droits de l'homme, nous avons reçu hier Dr Georges William Koessan, qui est médecin de la santé publique. Il disait: on est en train de violer le droit de Rabia Nicodème à la santé, le droit à la santé. Est-ce que vous aussi, vous voyez la chose de cette manière? Non, mais pire que ça, c'est son droit à la vie qui a aussi violé. Parce que, vous savez, Rabia est en train de faire, comme vous avez dit, 16 jours de grève de la faim. La grève de la faim, si elle ne s'interrompt pas, elle aboutit au décès de celui qui fait la grève de la faim. Donc, c'est son droit à la vie qui est en train d'être bafoué, d'être violé. C'est ça qui est important. Et on ne le sait pas. Et, vous savez, j'ai entendu notre ministre de la Sécurité dire qu'il s'agit d'une comédie. Dans quel pays on est? On serait dans un autre pays, il aurait démissionné aujourd'hui. Les gens, les Togolais seraient levés pour demander sa démission. Comment est-ce que la grève de la faim, une chose aussi grave, dans d'autres cieux, sous d'autres cieux, dans d'autres pays. Vous savez, quand on dit que quelqu'un fait une grève de la faim, mais c'est grave. C'est un grand événement. C'est un grand événement, mondial même. Et il y a grève de la faim au Togo, et on dit que c'est de la comédie. À moins que le ministre lui-même, dans ses activités, fasse de la comédie. Si tout ce qu'il a lui-même fait, c'est de la comédie, dans ce cas, ce que Rabia fait, c'est de la comédie. Oui, mais est-ce que peut-être pour le ministre, ne serait-ce pas une manière pour le gouvernement de balayer de revers de main ce que fait Rabia, en disant que c'est une comédie? Non, je m'insurge contre ça. Est-ce que c'est balayer? Est-ce qu'on peut balayer en disant que c'est de la comédie? Est-ce que la santé d'un homme peut être de la comédie? Est-ce que la vie d'un homme peut être de la comédie? Est-ce que c'est... Vous savez, peut-être que ceux qui ont tué dans ce pays depuis 2005 ont fait de la comédie. Peut-être que c'est ça. Parce que c'est la vie qui est en cause. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est la comédie? Si c'est ça, c'était la comédie. Dans ce cas, ce que Rabia fait est de la comédie. Absolument. Mais il n'a pas pu être évacué au Ghana. Or, dans l'espace CEDEAO, on nous parle de la libre circulation des personnes et des biens. Maître Atta, comment comprenez-vous cette situation? Ce n'est pas seulement dans l'espace CEDEAO. La constitution togolaise est claire. Le Togolais a droit d'entrer et de sortir de son territoire. Qui va se lever pour dire que la grève de la faim est la comédie. Vous allez voir ce qui va se lever. C'est un lever de bouclier général dans le pays. Vous avez vu des marches de protestation. La presse qui va se déchaîner comme ça. Et on va exiger sa démission. Ce n'est pas possible. Non. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. S'il y a qu'au Togo, vous savez, c'est pour ça que je dis que le Togo n'est pas un pays comme tous les autres. Le Togo n'est pas un pays normal. Il n'y a qu'au Togo que vous pouvez entendre, si vous permettez,
des âneries de la sorte. Non, mais Maître Atta Zeus Javon, est-ce que quelque part, ce n'est pas, peut-être ça ne traduit pas les accointances hors caméra entre les uns et les autres, qui peut-être peuvent vous faire croire comme si ce qu'on fait, même si on est sérieux, frise une sorte de comédie. Accointance entre qui? Entre les uns et les autres, peut-être. En tout cas, moi, ce que je retiens, c'est que Achabia a fait la grève de la faim pour la liberté, la libération de certaines personnes. Oui. Le droit à la liberté, qui est un droit aussi constitutionnel togolais. Sauf si cette personne est en prison pour des raisons qui sont des raisons légales. Or, les nôtres, est-ce qu'ils sont en prison pour des raisons légales? C'est ça qu'il faut voir. Moi, je suis un juriste. Il n'y a pas de faits avérés? Est-ce que... Quel fait avéré? Prenons quel cas? Prenons le cas des jeunes de Numbweke. Quels sont les faits avérés? En tout cas, moi, je suis leur avocat. J'assiste tout le temps aux audiences d'instruction. En tout cas, à ce jour, je n'ai trouvé aucun fait avéré qui puisse valoir leur détention, leur maintien en prison. Je n'en vois pas. Quel fait avéré? Sativi aussi s'y est ajouté. Je ne vois pas pourquoi Sativi doit être en prison. Parce que on dit qu'il voulait faire une conférence de presse qui n'a même pas eu lieu. Il arrivait sur les lieux, la conférence de presse ne s'est même pas passée. À supposer même que la conférence de presse a été illégale. À supposer, hein. Je ne veux même pas aller. Maître, est-ce qu'une conférence de presse peut être illégale? Une conférence de presse ne peut pas être illégale. Dans un environnement clos, ne peut pas être illégale. Ou finalement on doit demander des permissions, autorisations avant d'organiser des conférences de presse? Il n'y a pas vous êtes un membre de la presse. Il n'y a pas d'autorisation à avoir pour une conférence de presse. Nous avons nous-mêmes assisté à ça, à la PED. Vous savez. Oui, la PED voulait organiser une conférence de presse et on nous en a empêché. Par une cohorte de gendarmes. Ben oui, s'il n'y a qu'au Togo, vous voyez ça. Dans un endroit clos. Parce que c'est ça. Ce n'est pas sur une place publique. Lorsque ça doit se faire sur une place publique, oui, il y a des problèmes. Mais dans une salle, dans un endroit clos. Mais ce n'est pas possible, une conférence de presse. Et il n'a pas participé à cette conférence. Il était en train d'arriver. Et on l'a accueilli? On l'a accueilli sur la route. Et on l'a incarcéré. Sur la base de quoi? On parle de l'existence illégale de son mouvement. Est-ce que c'est ça qui fait qu'il doit se trouver en prison? À supposer même que son mouvement a été illégal. À supposer. Est-ce que c'est parce que le mouvement était illégal qu'il doit se trouver en prison? Quelle infraction? Quelle est l'infraction? Comme me disent, le code pénal, est-ce que le code pénal prévoit une infraction de la sorte? Une association illégale et on vous enferme? Quelle est l'infraction? Vous savez, même lorsque vous créez une association et que vous ne la déclarez pas, nous appelons ça une association non déclarée. C'est dans le code civil. Ça existe. Ça existe partout. Ça peut s'appeler un club d'amis qui n'a de personnalité juridique qu'entre vous. Ah oui, ça existe. Nous enseignons ça en droit en première année aux étudiants. Les associations non déclarées. Et par exemple, une association des enfants de la même famille qui se retrouvent chez leur oncle, etc. Les ressortissants de sang de ceci, de Towa, ceci, on peut les classer sous les associations non déclarées. Mais oui. Et les clubs de Ludo, oui. Les clubs de... Dans les quartiers, les jeux de cartes. Oui, les jeux de cartes, oui. Ce sont des associations non déclarées qui se retrouvent entre eux, qui font des clubs de danse, qui font des... Oui, ça sont non déclarés. Oui, alors, maître, au regard de tout ceci, quelle appréciation faites-vous de la détention de ces personnalités que vous citez, par exemple, Asiba Johnson, les 3 amis de Numbweke et aussi Folie Sativi? Quelle appréciation faites-vous de leur maintien en détention? Ils n'ont pas leur place en prison. Ils n'ont pas leur place en prison. Je le dis, je répète.
Et c'est ce que réclame M. Rabia Nicodème. Et c'est ce qu'il réclame haut et fort. Mais le ministre lui a dit, c'était sur nos antennes ici, que non, il ne doit pas forcer la main à la justice ou à personne de faire son travail. À quelle justice? Quelles sont les infractions qu'on leur reproche? En tout cas, moi, pour les deux de Mbouké, je ne vois pas. Je sais pas, il y a qu'au Togo qu'on puisse les garder en prison. Parce que l'un, on lui reproche quoi? En fait, parce que qu'est-ce qu'il faisait? Il distribuait de l'eau aux manifestants. Et vous savez, quand on donne de l'eau aux manifestants, parfois, même les forces de sécurité qui sont là, et qui sont là depuis le matin, on leur en donne. Ah oui? Ben oui. Est-ce que c'est ça l'infraction? Est-ce que c'est ça l'infraction? Est-ce que c'est ça l'infraction? La question demeure. La question demeure. Il y a un, on a dit qu'on a trouvé chez lui quoi? Des jumelles. Des jumelles, qu'est-ce qu'on appelle? Je sais pas. Jumelles, c'est-à-dire les lunettes là pour voir... pour voir de loin. Et on dit que c'est un matériel de guerre. Ah mais c'est ça. Des jumelles qu'on a trouvé chez lui et on dit des trucs cloutés et des clous étoilés. Ça dit que ça ressemble aux armes des ninjas. Mais c'est ce qu'on a trouvé chez lui, pas autre chose. Et on qualifie cela dans le dossier armes de guerre. Oui. J'en prends la suavité. C'est ça qu'on appelle arme de guerre. C'est ça qu'on appelle arme de guerre. Est-ce que c'est ça? Est-ce que ce sont les jumelles qui sont les armes de guerre? Est-ce que c'est le clou étoilé? Je ne veux pas dévoiler l'instruction, mais le gars dit que les clous étoilés, c'est pour se défendre contre les gros bras que vous appelez vous-même les milices. Oui. Alors nous avons su dans ce pays que ces gros bras qui étaient armés, qui ont des gourdins, on les a, le ministre dit que ce sont les gens qui font de l'autodéfense. Avec des armes. Parce que moi j'en ai vu. Avec des sorties, avec des armes. Et des gourdins. Est-ce que et on dit, ça, on ne dit pas qu'eux, ils sont... on dit que c'est l'autodéfense. Et vous, même le chef de l'État au cours d'une interview à Jeune Afrique avait dit cela. Mais est-ce que, en suivant le dossier ou ces genres de dossiers à la justice, est-ce qu'il y a des gens qui ont été interpellés dans ce cadre aussi? C'est-à-dire ceux qu'on qualifie d'autodéfense. De l'autre côté? Oui. Aucun. Il n'y a pas eu d'interpellation? En tout cas, moi, je n'en ai pas vu. Ils ont circulé. C'est vrai? En tout cas, donnez-moi un seul nom. Donnez-moi un seul nom. Les gros bras qui, lors des événements, je vais vous dire, lorsque j'étais encore valide en griffe, lorsque j'étais coordinateur du CST, nous étions en train d'organiser une marche. Ces jeunes qu'on appelle les gros bras, les autodéfense, avec des gourdins, des haches, des machettes qui étaient derrière le quartier d'Oumassé. Les gendarmes étaient entre nous. Nous étions devant. Les gendarmes étaient entre nous deux. Eux étaient derrière les gendarmes. À un moment donné, les jeunes de gros bras que vous appelez autodéfense, avec des gourdins, avec des haches, avec des machettes, ont commencé à courir. Les gendarmes se sont fendus en deux. Et ils sont passés, ils ont poursuivi. Ah, c'était en septembre 2012. Ce jour-là, j'ai failli être tué. Pas quelqu'un qui avait une hache. Ah bon? Si Pedro Francis Amouzou qui m'a poussé dans ma voiture et qui a fait démarrer le véhicule rapidement, j'aurais été haché. Et on appelle ça des autorités. On n'a rien fait à ces jours-là.
Et le commandant en a reconnu certains parmi eux, les a appelés par leur nom. Et on dit que maintenant que ces jeunes-là ont chez eux des armes de guerre et ils sont en prison. Alors que les autres sont en prison. Dans quel pays on est? Dans quel pays? Maître Zeus à Javon, vous je êtes suis retourné. avocat. Dans quel pays? Oui, c'est vrai, visiblement, on vous voit ici très énervé, très remonté. Je suis énervé. Alors, vous avez un certain nombre d'âge et vous avez vu beaucoup de choses dans ce pays. Alors, qu'a-t-il lieu de faire pour que ces genres d'événements ne soient plus de mise dans notre pays, le Togo? Il n'y a que le ministre de la Sécurité ne fasse plus la comédie lui-même. Parce que si c'est ce qu'il est en train de faire, c'est la comédie. Sinon, ces jeunes-là auraient été en prison. Les gens de toute évidence seraient en prison. Ils ne seraient pas là. Parce que ils se baladent en pick-up, en 4x4. Identifiés, bien identifiés, aujourd'hui. Hier, ils étaient à pied. Moi, ils ont monté en grade. Hier, ils étaient à pied. Aujourd'hui, ils sont en pick-up. Ils se promènent en pick-up. Ça veut dire qu'ils sont identifiés. Donc, une seule d'impunité là-bas? Oui, c'est l'impunité totale. Heureusement que je ne suis plus président de CACIT, sinon, malheureusement. Sinon, on aurait dénoncé ça à corps et à cri au CACIT, parce que nous avons créé le CACIT pour ça. C'est le collectif des associations contre l'impunité au Togo. Parce que c'est ça l'impunité. Rien ne leur arrive et on va prendre un jeune homme chez lui avec des jumelles trouvées chez lui et des clous étoilés en disant que c'est des armes de guerre et il est en prison. Un autre, Eza, l'autre qui a un cadre de banque qui n'est pratiquement jamais allé parce qu'il n'a pas le temps de se trouver sur le terrain, parce que c'est seulement lui qui est vice-président de Nubweke. Et ben c'est parce qu'ils se cotisent, parce que c'est eux-mêmes qui se cotisent. Hein. De l'argent. De l'argent pour acheter les piouata, comme on les appelle, pour les distribuer. Est-ce que c'est ça l'infraction? C'est ça son infraction? C'est ce qui est dans son dossier? En tout cas, on a essayé de dire qu'il finance la rébellion. Mais vous savez, je ne sais pas dans quel pays on est. Finance la rébellion. Ah, en tout cas, c'est ça, hein. Mais malheureusement, Asiba Johnson, lui, son péché de lèse-majesté, c'est d'avoir publié un rapport. Asiba Johnson, vous savez, d'habitude, c'est moi qui ai formé tous ces jeunes-là à rédiger des rapports. Asiba Johnson, Roda, Atiogbe, tout ça, c'est moi qui les ai formés. Et ils ont fait ce qu'on appelle un rapport préliminaire. Rapport préliminaire, ils recueillent les événements, ils recueillent les renseignements, et puis après, ils font ce que nous appelons la documentation. Ils vont documenter. Vous savez, Asiba est quelqu'un qui va sur le terrain. Hein. Ah oui, oui. Il était présent sur le terrain tout le temps. Jusqu'au nord. Oui. Tout ça pour faire quoi? Pour documenter. C'est ce que nous disons en droit. Dans le jargon, il va aller chercher les renseignements. Bon, parce que comment ça se fait? Vous avez les renseignements. Vous les compilez et vous allez maintenant vérifier. À travers la documentation. À travers la documentation, vous allez sur le terrain. Et maintenant, il se déplace en personne sur le terrain. Voilà. Donc, vous faites un rapport préliminaire avec ce que vous avez entendu. Avec ce rapport préliminaire, vous allez sur le terrain et vous allez documenter. Et là-dedans, vous enlevez ce qu'on n'a pas pu vérifier. Asiba dit que le rapport qui a été publié n'a pas été le rapport définitif. Que c'est un rapport non documenté. Il y a d'autres événements qui ont documenté, l'autre non. C'est un rapport non... Et que ça a fuité. Il y a une fuite. C'est ce qu'Asiba dit.
que ce n'est pas eux qui ont donné l'ordre de publier. Ils n'avaient pas animé une conférence de presse quand même, comme la LTDH a fait, en animant une conférence de presse pour présenter son rapport. Bon, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Ça dit que vous faites le rapport préliminaire. Oui. Vous savez, si vous pouvez être prêt à temps, lorsque le rapport préliminaire est à un niveau, on le donne d'abord à l'imprimeur. Pour que l'imprimeur commence déjà. Parce que sinon, vous ne serez jamais à l'heure. Vous ne serez jamais dans les temps. On donne d'abord ça à l'imprimeur. L'imprimeur a le rapport préliminaire. Et pendant que vous documentez, vous élaguez ce qu'il y a à élaguer. Comme ça, l'imprimeur a déjà saisi beaucoup de choses. Et ce qui est enlevé, ça va très vite. Alors que si quand vous avez tout fini, vous avez le nombre de pages que c'est, et vous redonnez, parfois le temps passe et vous n'avez pas le temps de publier dans le délai. Parce que vous avez un délai. C'est à supposer que vous publiez des choses qui sont déjà, qui datent. Nous appelons ça qui datent déjà. Ça sert à rien. C'est au moment où ça se fait que vous documentez, vous datez. Vous faites ça. À ce moment-là, vous devez donner à l'imprimeur. L'imprimeur a déjà saisi à temps. Mais ce qui a été publié n'est pas le rapport définitif. Donc c'était une fuite. C'est une fuite. Et il est en prison pour ça. Et il est en prison pour ça. Donc vous aussi, vous réclamez leur libération. Je réclame leur libération. Moi, je ne fais pas la grève de la faim. Mais Habia estime que pour les libérer, il faut faire la grève de la faim. Lui, il a fait une étape supérieure. Et il risque sa vie à faire ça. Et on dit que c'est la comédie. Alors, Maître Atta Messanzus à Javon, vous avez pendant longtemps travaillé dans la CENI. Oui. On avait commencé par la CEN et puis plus tard la CENI. Oui. Et vous avez été vice-président de la CENI en 2003. C'est exact. Voilà. Depuis un temps, notamment au lendemain donc, de la feuille de route de la CEDA le 31 juillet dernier, début août, la CENI a repris ses travaux et avec une célérité impossible. Et aujourd'hui, on est à la phase de recensement. Alors, vous avez été un ancien, je l'ai dit. Maintenant, quel regard jetez-vous sur tout ce qui se fait jusqu'à ce jour? Je ne comprends pas ce qui se passe dans notre petit pays. Je dis dans un pauvre petit pays. J'ai lu tout à l'heure sur l'une des presses là que c'est l'antichambre, quelque chose comme de la crise. Que ce que la CENI est en train de faire, que c'est l'antichambre d'une nouvelle crise. Est-ce qu'on veut que nous ouvrions une nouvelle crise? Est-ce que c'est ça qu'on veut? Non. Est-ce qu'on veut que ce petit pays où tout le monde se connaît, du nord au sud, où je dis d'habitude que quand quelqu'un meurt à Djangassé au sud, quelqu'un à Saint-Cassé au nord pleure parce qu'il a des liens. On ne sait jamais. Si on creuse, on voit des liens. Dans ce petit pays où tout le monde se connaît, est-ce qu'on a besoin de toutes ces crises? Est-ce qu'on n'a pas besoin de nous asseoir, de faire les choses consensuellement et de développer notre pays au lieu de nous évertuer à nous taper dessus dans ce petit pays? Laisse les préoccupations pressantes de leur pays pour venir chez nous. Où on fait de la comédie. Alors, on veut qu'on vienne faire la comédie avec nous. Si c'est ça, oui. Si c'est ça, oui. Parce que dans ce petit pays où nous avons appelé nous-mêmes des gens à la rescousse, ces gens viennent vous aider à ce que nous-mêmes, petit à petit, nous évoluions et on dit qu'on fasse les choses consensuellement. Parce que c'est ça. Consensuellement. Et de manière inclusive. Inclusive pour que la crise s'arrête enfin et que nous regardions vers le développement de notre pays. Parce que ce Togo, petit Togo, si nous nous asseyons, attellions à son développement, nous avons les ressources humaines suffisantes du sud au nord. Sur tout l'ensemble du territoire togolais. Nous avons les ressources financières. Ce que nous avons, ça nous suffit pour nous développer.
J'ai touché du doigt cela. Ah oui. Nous avons les ressources financières. Nous avons, vous savez, je vais vous dire, hein, à l'indépendance, Simon Olympio voulait payer tout ce qui est comme dette. Il savait que ce qu'il lui restait allait suffire pour développer le pays. D'ailleurs, le Togo, depuis le temps allemand, a été la monster colonie. C'est ça, le modèle. Mais le Togo a été... et nos aïeux l'ont même qualifié l'or de l'humanité. Le Togo a été un pays, est toujours un pays extraordinaire. Si tous les fils de ce pays se mettent ensemble, avec tout ce que nous avons comme matière grise, du nord au sud, pour nous atteler au développement, et nous ne pas nous tirailler dessus, vous allez voir là où nous serons, dans tous les pays africains. Nous serons encore devant, avec ce petit pays. Mais si on s'évertue à nous empêcher de nous atteler au développement, c'est qu'on sait que nous allons être l'exemple. Oui, mais que l'Occident tout ce qui se passe là, est-ce que c'est des problèmes endogènes ou bien c'est des gens de l'extérieur qui viennent nous pousser à s'entretuer, à se déchirer entre nous? Non. Comment ça se passe? Vous savez, nous entretuer, c'est nous-mêmes qui avons cette propension à faire ça. Nous-mêmes? Nous-mêmes. Maintenant, vous savez, l'extérieur ne veut pas que nous donnions le mauvais exemple. Vous savez, le Togo était l'un des pays francophones qui devait avoir sa monnaie. En 1963. On était presque en train de mettre en place la monnaie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez répondre tout de suite. On a tué ce qui s'est passé par la suite, oui. Vous allez nous le dire tout de suite, mais on va marquer la pause. Audi Actu, c'est du lundi au vendredi de 7h à 8h20 sur Victor FM. Retour donc en studio avec notre invité, Maître Atta Messanzeux Sajavon, ancien vice-président de la CENI. Et nous parlions tout à l'heure de la CENI. Vous avez évoqué tout ce qui se passe à la CENI actuellement. C'est comme une antichambre à une nouvelle crise. Et dans ce élan, vous parliez de Sylvanus Olympio qui, en 1963, avait déjà cette ambition de taper une monnaie propre pour le Togo. Oui, vous savez. Et la suite de l'événement, c'était quoi? Mais la suite, c'était son assassinat. C'était ça même qui était à la base de son assassinat, c'est pas autre chose. Ah oui. Si on avait attendu quelques jours, il y aurait eu la monnaie togolaise. Et ça aurait été l'exemple, le mauvais exemple parmi les pays francophones. Ah oui. Or, vous ne pouvez pas être souverain sans monnaie. Ah oui, ça, on enseigne ça dans toutes les facultés d'économie. La monnaie, c'est le pilier de la souveraineté. Voilà. Et donc, la monnaie, c'est le pilier de la souveraineté. Voilà. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'en a toujours pas. Il faut une monnaie des pays de la CEDEAO pour que nous soyons souverains. Au niveau des pays membres de la CEDEAO. Nous devons être souverains par rapport à l'extérieur. Donc ceux qui se battent pour qu'on puisse laisser tomber le franc CFA ont toutes leurs raisons? Moi, je suis d'accord avec eux. Le franc CFA est un appendice du franc français au départ et de l'euro. Ça veut dire que la souveraineté des pays africains, des pays membres de la zone franc, est un appendice de la France, de la souveraineté française, et un appendice aujourd'hui de l'euro, des pays européens. Ah oui. Donc nous devons nécessairement, avec les pays comme le Ghana, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, nous mettre ensemble pour faire une monnaie très forte. Très forte. Donc le projet de la monnaie unique de la CEDEAO, vous y adhérez? À un moment, j'y adhère à 100%. À 100%, vous ne pouvez pas être indépendant et développé sans votre monnaie. Regardez, vous ne voyez pas que les pays anglophones sont en avance sur les pays francophones. Tous les pays anglophones. Maintenant que la Gambie est dirigée par
Adama Barrow, quelqu'un de bien, vous allez voir comment la Gambie va être par rapport à nos pays. Petit pays. Mais tout commence à s'augmenter, le développement commence par la monnaie, la maîtrise de l'économie de la monnaie. Ah oui. Alors, et parlant maintenant de la CENI, elle a appelé les citoyens à aller se faire recenser. Vous vous êtes déjà fait recenser? Moi, je dirais pas ça, ça n'a aucun sens. Pourquoi dites-vous que ça n'a aucun sens? Je vous ai dit tout à l'heure que la CEDEAO est venue au Togo à la rescousse pour nous aider. En nous en sortir. Suite à la crise de 19 août 2017. Et la CEDEAO, avec tous les deux protagonistes, se sont mis d'accord pour que nous puissions faire les choses de façon consensuelle et inclusive. Et la CENI, on a dit renforcement, c'est un euphémisme. Et pour dire plutôt la recomposition de la CENI. Et finalement, c'est la recomposition qui a été obtenue le 23 septembre. Voilà. Et aujourd'hui, on a obtenu la recomposition de la CENI sur la parité. Maintenant, il reste le président. C'est un problème. J'ai été vice-président de la CENI, je sais comment ça se passe. Qui sera président? C'est pas encore fini le problème de la CENI. C'est pas fini. Qui sera président? Oui, non, mais il y avait une CENI qui travaillait avant que on ne demande qu'il faut la recomposer. Vous savez, l'as politique supplante le droit à un moment donné. Ah oui. La politique supplante le droit. Je suis un juriste. Le droit évolue jusqu'au moment où le droit ne peut pas résoudre les problèmes. À ce moment-là, on s'assoit pour que consensuellement les choses se fassent et que politiquement, qu'on trouve des solutions politiques. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc la CEDEAO nous a aidé à trouver une position politique à la crise togolaise. Qui s'est planté le droit? Ah oui. La politique à un moment donné, je suis juriste. La politique à un moment donné, lorsque le droit présente ses limites, mais qu'est-ce qui se passait au Bénin quand on a fait la conférence nationale? Il y avait un gouvernement, il y avait une assemblée, il y avait tout. Le droit était en place. Quand on a formé la première conférence nationale, la première conférence nationale, c'était la politique qui a résolu définitivement, ou presque, les problèmes béninois. Ah oui. À un moment donné, le pays réel ne correspondant plus au pays légal, c'est ce que nous disons en droit, le pays réel ne correspondant plus au pays légal, on s'organise politiquement pour trouver des solutions politiques aux problèmes du pays. C'est-à-dire que quand on s'organise sur le plan politique, on peut mettre en berne les institutions légales. Là, c'est le droit. Et les institutions légales qu'on met en place à ce moment-là, ça devient le droit. Mais c'est ce que nous avons fait aussi pendant la conférence nationale togolaise. Il y avait un gouvernement, une assemblée, une justice, il y a tout. Mais devant la crise qui était née à partir du 5 octobre et le reste, nous avons fait une conférence nationale. Et un nouveau gouvernement a été formé. Nous avions mis en berne, en parenthèse, la constitution togolaise. Une nouvelle constitution est née de la conférence. Donc, c'est les nouvelles légalités. Ah oui. Qui est une émanation du consensus politique. Oui. Mais par rapport au cas CENI actuel, est-ce que on peut essayer de transposer cette même situation par rapport au cas CENI? Mais c'est pas on peut transposer, on doit transposer. S'il y a une crise et que le chef d'État lui-même allait chercher la CEDEAO pour résoudre politiquement, parce que pour résoudre politiquement la crise, c'est parce qu'il n'arrive pas à trouver des solutions juridiques, légales à la situation togolaise. Il allait chercher la CEDEAO pour trouver une solution politique. Ah oui.
Oui, mais voilà, la CENI recomposée, on l'a annoncé, les gens ont envoyé les noms à l'Assemblée nationale, mais l'ancienne CENI, bon, je ne sais pas si c'est l'ancienne CENI, il faut dire, continue pas à travailler. Qu'est-ce qu'on peut, comment essayer de concilier ces deux bords-là? Continue pas à agir et faire ce que la nouvelle CENI aurait dû faire. Vous savez, les chefs d'État disent qu'il ne faut pas faire du fétichisme des dates. Oui. Ça n'a pas été dit. Ça veut dire qu'ils ont dit que les élections doivent avoir lieu au 20 décembre. Mais de ne pas faire du fétichisme de date. Ça veut dire que le 20 décembre, c'est une date indicative. Est-ce qu'il y a besoin de faire des choses qui vont mettre de l'huile sur le feu, ou bien de commencer à chercher de l'eau et du sable pour éteindre le feu? La CEDEAO est venue pour nous aider à mettre de l'eau et du sable sur le feu qui est en train de s'en prendre. Mais le ministre Bara a été clair. Oui. Il dit qu'il n'y aura pas de session de rattrapage pour les gens qui voudront ou bien qui vont refuser d'aller se faire enrôler. Et que les élections vont coûte que coûte avoir lieu le 20 décembre. Le ministre Bara, à quel titre il le dit? Ministre du gouvernement et porte-parole, oui. Représentant au point focal du gouvernement au dialogue. Bien. Vous savez, Bara dit beaucoup de choses. Il a même dit que ce qu'Abia faisait était de... Comment il a dit ça? Une plaisanterie. Une plaisanterie. C'est dommage pour lui. Parce que Bara, c'est quand même quelqu'un de valeur. Hein. Oh non. J'ai eu à discuter avec lui. J'ai eu à le rencontrer en privé. Bara est quelqu'un d'extraordinaire. C'est de grande valeur. C'est pourquoi vous l'avez dit que le Togo a toutes les ressources. De valeur de Lomé à Saint-Cassé là. Oui. C'est pour ça que je dis ça. Si on mettait tous ces gens de valeur ensemble, Bara a quelqu'un de valeur. Si Bara n'était pas poussé à dire des conneries, excusez-moi de le dire. Parce que ce sont des conneries qu'il est en train de dire. S'il n'était pas poussé à dire ces conneries-là, Bara est quelqu'un d'extraordinaire. Et si on pouvait utiliser ce qu'il sait faire... Ces éminences grises. Mais Bara est quelqu'un de très bien. C'est le pouvoir en place. Et c'est le système en place. Et c'est la façon de faire actuelle qui fait que Bara dit des conneries. Donc, en disant qu'il n'y aura plus de ces sessions de rattrapage, c'est une connerie. Ce sont des conneries, excusez-moi le mot, ce sont des conneries. Mais c'est le gouvernement. Je vous dis, actuellement, le pays légal est en déphasage par rapport au pays réel. Ça, c'est juridique. Ça veut dire que le droit qui est là ne peut plus résoudre les problèmes. Or, ce que Bara a dit, c'est le droit. Si le droit veut résoudre les problèmes et qu'on est obligé d'aller chercher des chefs d'État étrangers pour trouver une solution politique, une solution consensuelle et inclusive, ben oui, c'est ça que nous devons retenir et agir de façon consensuelle et inclusive pour qu'enfin le Togo sorte de l'ornière et que toutes les bonnes volontés qui se trouvent de part et d'autre, aussi bien au sein du NIR, au sein de l'opposition, qu'ensemble, on s'assoit pour dire, pour voir comment faire pour que ce pays évolue, soit un pays où il fait bon vivre, redevient l'ordre de l'humanité. Nous pouvons. Et dans tout ça, où est-ce que vous mettez le peuple? Parce que tout le monde parle au nom du peuple. Est-ce que véritablement, mes parents qui se trouvent quelque part dans un fin fond ailleurs, est-ce qu'ils ressentent ce que vous êtes en train de faire? Mais Kokou a une question à vous poser. Kokou, oui. Vous êtes en direct. Bonjour. Bonjour, monsieur Jachi. Oui, nous vous écoutons, Kokou. Oui, bonjour, maître Joseph. Bonjour. Super maître, je me réjouis qu'on vous a présenté comme ancien vice-président de la CENI en 2003. Donc, je vais poser une question en ce sens.
Je voudrais savoir, est-ce qu'on vole les élections à la CENI? Parce que il y a quelques jours, un ancien membre aussi de la CENI, et l'ancien rapporteur de la CENI, à la personne de M. Dateyaou, nous disait sur les antennes qu'on ne vole pas les élections à la CENI. Je voudrais savoir ça. Et secondo, les journalistes nous disent aussi que les accords ne priment pas sur les lois. Que lorsqu'on a demandé la recomposition de la CENI, c'est un accord qui ne doit pas primer sur la loi. Que l'ancien CENI est en droit de travail. Je voudrais savoir aussi ça. Merci beaucoup. Merci. Bien noté, M. Kokou. Nous allons prendre Pelé. Bonjour, Pelé. Bonjour. Oui, nous vous écoutons. Bonjour. Oui, maître. Oui. Oui. Entre l'État togolais et l'État ghanéen, qui est coupable devant la loi, devant l'assistance personne en danger, le problème le cas de Hadia? Qui est coupable de non-assistance personne en danger? De non-assistance à personne en danger. Oui, deuxième point. Et vous parlez de l'assassinat de Sylvain Sintio. Non, c'était juste un petit détour. On ne va plus revenir trop en arrière. Votre première préoccupation est prise en compte, Pelé, puisqu'il y a d'autres également en ligne. Nous allons prendre M. Lawson. Bonjour. Bonjour, Jean-Charles. Oui. Encore une fois, vraiment le peuple martyr du Togo. Je profite en même temps de l'occasion pour saluer votre invité et je voulais tout simplement lui dire que ses œuvres lui survivront. Chacun, Oui. j'ai toujours dit que le problème togolais, la crise togolaise, ce n'est pas entre l'opposition et le pouvoir en place. C'est entre le pouvoir et la globalité du peuple togolais. Ce qui se passe actuellement est tout simplement aberrant. Vraiment, mon cœur saigne. Je vous le dis franchement, sincèrement. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Lawson. Et c'est le dernier intervenant. Monsieur Lawson dit vos œuvres survivront. Ça, Je le remercie beaucoup. Et il dit que son cœur saigne parce que c'est un problème entre le gouvernement et le peuple, la globalité du peuple togolais. Moi aussi, mon cœur. Est-ce qu'on doit le prendre sous ce prisme? Moi, je le prends ainsi. Parce que vous avez posé une question juste avant les interventions. Oui. Est-ce que dans un village, allez dans les villages, vous entendrez ce qu'on vous dira. Allez dans les villages. Est-ce que nos paysans sont heureux dans leur village? Du tout. Est-ce que nos paysans qui sont dans les villages sont heureux aujourd'hui? Non. Mais c'est ça. Parce que c'est la mauvaise gouvernance qui fait que depuis l'indépendance, ça fait 58 ans que le Togo est indépendant. Allez regarder dans les villages. Qu'est-ce qui a évolué dans les villages? Quel village a évolué? Lequel? Dites-moi. Quel village a évolué? Qu'est-ce qui a été fait? Nos parents dans les villages sont dans les mêmes situations telles qu'elles étaient quand ils nous ont mis au monde. Mais c'est de ça qu'on parle. C'est de ça qu'on parle. Mais la faute à qui? Après, c'est la faute à la mauvaise gouvernance qu'il y a eu au Togo. Je vous ai dit que le Togo a suffisamment de ressources humaines et suffisamment de ressources financières pour que chacun y trouve son compte. Maintenant, entre le Togo et le Ghana... Si tout est bien géré. Entre le Togo et le Ghana, maître, qui est coupable de la non-assistance à personne en danger? Rabia. Ce sont les autorités togolaises. Mais le Ghana est venu en voyant que la vie de... Parce que quand on fait la grève de la faim, c'est la vie qui est en danger. Qui est en danger. C'est le droit à la vie. Moi, je suis un homme de défenseur des droits de l'homme. Et le droit à la vie est primordial pour nous. Et Habia est en train de risquer sa vie. Si les autorités togolaises ne le savent pas, le Ghana, qui est un pays démocratique, où on sait ce qu'on fait, où on sait où on va, si on ne le sait pas au Togo, eux, ils savent que Habia est en train de risquer sa vie. C'est pour ça que le Ghana est venu, a couru au secours. A envoyé un avion militaire médicalisé. Avion médicalisé, vous savez, tous les moyens que le Ghana a mis en place.
Sinon, c'est au niveau étatique, c'est-à-dire jusqu'au sommet de l'État. Si un avion est affrété, ça veut dire que c'est le sommet de l'État qui a décidé. C'est le chef de l'État qui lui-même a donné des instructions. Parce que Habia, je veux dire le petit Habia, en griffe, est en train de faire le grève de la faim. Au Ghana, c'est jusqu'au chef de l'État que la chose a eu une répercussion pour pouvoir envoyer un avion médicalisé. C'est ça que je dis. Donc, ce sont les autorités togolaises qui sont coupables devant cette affaire. Absolument. Mais quand même, ils voient la chose sous forme de plaisanterie. Mais passons. Kokou disait tout à l'heure, est-ce qu'on vole les élections à la CENI? Ben, ça a toujours été volé. À la CENI? C'est pas la CENI qui vole, mais la CENI qui organise le vol. Comment? Moi, je le dis. Comment c'est la CENI qui organise le vol? J'étais à la CENI. Oui. Nous avions 3 résultats à la CENI. Il y avait le résultat réel qui ne correspond pas du tout à tout ce qui a été dit. À ce qui a été proclamé? Oui. Nous avions le résultat proclamé qui ne correspond pas du tout au réel. Nous avons le résultat qui se trouvait sur les ordinateurs qui ne correspond pas du tout aux résultats proclamés non plus. Je vais vous dire, les résultats proclamés, ce moment-là, moi je le dis, depuis maintenant 93. Et ça fait 15 ans. Oui, ça fait de l'eau, beaucoup d'eau a circulé sur le pont. On n'avait même pas encore dépouillé le quart des résultats. Ah bon? Vous n'avez pas encore dépouillé le cas des procès-verbaux? Quand ces résultats venaient, les procès-verbaux qui nous étaient envoyés étaient déjà falsifiés, qui donnaient 98% au chef de l'État. Oui, voilà, justement. L'auditeur voudrait savoir, vous parlez de procès-verbaux falsifiés. Est-ce que c'est à la CENI, ça se fait, ou bien l'axe CENI, ou bien à quel niveau ça se situe? Bon, je vais vous dire, moi j'ai vu, j'ai fait une conférence de presse à ce moment-là, j'ai vu en 2003, lorsque un samedi, j'étais en train d'aller à la CENI pour voir, comme je suis vice-président, voir comment les choses évoluent. Et on n'avait pas de plénière. Je voyais des tas de voitures autour de la CENI. Alors que vous êtes vice-président, vous n'étiez pas informé? Je de rien. J'arrive à la CENI, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Aucune plénière n'est convoquée. Qu'est-ce qui se passe? J'entre dans la salle de réunion. Qui je vois? Le président de la CENI. À l'époque, c'était? C'était Péchelebia. Le juge Péchelebia. Oui, assermenté. Autour de lui, des magistrats. Président des CELI, autour du président de la CENI, des magistrats qui étaient présidents des CELI et de l'intérieur, une vingtaine autour de la table, qui avaient des fiches de résultats vierges qui remplissaient à la place de ce qui a été envoyé. Moi, j'ai vu ça. En 2003? Oui, en 2003. Alors, ça veut dire qu'on fraude à la CENI. Malheureusement, le temps est totalement parti, mais la toute dernière question de l'auditeur, les accords priment sur la loi, selon certains journalistes. Mais l'accord prime, je vous dis, lorsque le pays réel ne correspond plus au pays légal, on s'organise pour avoir des accords. Mais c'est ce que nous avons fait pendant la conférence nationale souveraine. Voilà, l'accord a prévu sur la légalité. Maître Atam et sans eux, Sajavon, malheureusement, nous sommes à la fin. Un mot à l'endroit et du pouvoir et de l'opposition pour qu'on s'attelle maintenant au développement, comme vous l'avez dit. C'est dommage que ça se passe comme ceci. D'abord, je demande instamment à la CENI d'arrêter ce qu'elle est en train de faire. Pour que la nouvelle CENI qui va se mettre en place puisse regarder ce qui a été fait. Parce que ce qui a été fait, tout n'est pas négatif. Hein.
regarder ce qui est bon, le conserver, ce qui n'a pas été bon, le rejeter. Et je demande, j'espère que ceux qui nous gouvernent sont des gens qui veulent le bonheur du pays. Et qu'ensemble, on s'assoit. Merci. On l'a fait la dernière fois. Pour voir quelles sont les voies de sortie de crise pour qu'enfin, définitivement, nous commencions à nous atteler vers le développement de notre pays. Merci, Maître Atta Messan Sejawon, d'être venu chez nous. Merci beaucoup. C'est fini, mesdames et messieurs. Merci à tous qui nous avez reçus chez vous. Ascool, merci pour l'accompagnement technique. À ses côtés, Kodjo TV. Excellente journée à toutes et à tous.